Sans phare ni tabou, Hope, c'est le podcast qui vous raconte qu'être malade, ce n'est pas un gros mot. Handicap, maladie chronique, mais aussi santé mentale, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur parcours, leurs difficultés, leur façon d'appréhender leur quotidien, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur donnent le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue dans Hope, le podcast de Medicite.fr qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. En France, le don d'organes et de tissus est régi par les lois de bioéthique. Les trois grands principes sont le consentement présumé, la gratuité du don et l'anonymat entre le donneur et le receveur. Selon l'Agence de biomédecine, en 2021, 5273 greffes ont été possibles grâce à 1392 donneurs décédés et 521 donneurs vivants. Par rapport à 2020, il y a eu une hausse de 19,3% du nombre total de greffes en France. Pour parler du don d'organes, j'accueille Florence Boutet, qui a décidé avec son mari et ses 3 enfants de donner les organes d'Alice, sa fille de 16 ans, victime d'un traumatisme crânien irréversible en octobre 2018, suite à un accident de cheval. Florence a écrit un livre, Le don d'Alice, aux éditions City, 1 an après le décès de sa fille, pour changer les mentalités sur le don d'organes et ne plus en faire un sujet tabou. Bonjour Florence. Bonjour Marie. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette décision ? Comment est-ce qu'elle s'est imposée à vous ? La décision de donner les organes d'Alice s'est imposée avant même qu'il soit réellement question du décès d'Alice. Alice a donc été victime d'un accident un jeudi. Elle s'est trouvée très rapidement dans un état très grave avec un pronostic vital engagé, un traumatisme crânien massif, et elle a été transportée à l'hôpital Necker où différents examens ont pu démontrer les dommages sur sa boîte crânienne et les dommages surtout au cerveau, des œdèmes importants, des hématomes assez conséquents et surtout plusieurs fractures du crâne. Et il est vrai que lorsque l'on nous a annoncé qu'on allait opérer Alice pour soulager son cerveau, elle était déjà dans un coma très profond. Les médecins nous ont donc annoncé qu'on allait quand même opérer Alice, qu'il fallait absolument soulager son cerveau des souffrances qu'il éprouvait à ce moment-là. Les médecins sont partis et on s'est retrouvés tous les deux avec mon mari dans une salle d'attente et la question du don d'organes s'est posée à ce moment-là en fait. Il n'était pas du tout encore question de la mort d'Alice, elle était évidemment dans un état très grave. On nous avait effectivement laissé envisager le fait qu'elle pouvait décéder des suites de cet accident, mais il n'était pas encore question de ça. Et on s'est posé cette question à ce moment-là, simplement parce qu'on a eu conscience à ce moment que les dommages étaient tels que potentiellement la mort encéphalique pouvait survenir. Et il est vrai qu'à ce moment-là, il était plus facile pour nous, je pense, d'envisager la vie des autres plutôt que la mort de notre propre enfant. Et la question, elle s'est posée tout naturellement en quelques secondes. On s'est dit, si on nous annonce la mort encéphalique, qu'est-ce qu'on fait ? Et mon mari me dit, je sais pas trop, qu'est-ce que tu voudrais faire, à quoi tu penses ? Et je lui ai dit, je sais pas quand même, on pourrait au moins donner son cœur. Et il m'a dit, ouais, t'as raison, évidemment, oui, on va faire ça, on fera ça. Voilà, si ça se présente, si en tout cas cette situation se présente, alors on fera ça. Et la question, elle a été tranchée à ce moment-là, et nous n'en avons plus parlé, nous n'y avons plus pensé, puisque on avait tranché le sujet. Et on avait tranché le sujet sans pour autant nous sentir particulièrement bien informés sur le sujet du don d'organes. C'était pas une question qu'on s'était posée auparavant, c'était pas un sujet dont on débattait à la maison, à table, avec les enfants. La question, elle s'était posée une seule fois, dans les mois qui ont précédé l'accident d'Alice, où la petite sœur d'Alice un jour nous avait dit enfin quand même, c'est terrible, on tue des gens pour leur prendre leurs organes. Et Alice avait elle-même rectifié en disant mais non, pas du tout, c'est pas comme ça, ces gens sont décédés et leurs organes sont encore en bon état et leurs organes peuvent vivre et peuvent sauver quelqu'un d'une maladie. Et voilà, et la discussion s'était passée comme ça à table au cours d'un déjeuner. Probablement que la petite sœur d'Alice avait à ce moment-là entendu un reportage et mal compris ce dont il était question. Et puis la question était venue comme savent très bien le faire les enfants, très spontanément au milieu d'un déjeuner. Et à ce moment-là, dans ce déjeuner, au cours de ce déjeuner-là, c'est vrai que les enfants ne nous ont pas posé la question. Elles ne nous ont pas dit et vous alors du coup qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Et si c'était moi ? Et si c'était vous ? Et comme les enfants n'ont pas posé la question, on n'a pas répondu à la question qui ne se posait pas. Donc finalement, on n'a pas ouvert la porte à la discussion sur nous on est plutôt favorable au don d'organes, la question ne s'était pas posée et donc on ne se l'est pas posée non plus. Et il est vrai que ce soir-là, dans cette salle d'attente, on n'était que tous les deux, la question s'est posée simplement parce qu'on a senti l'urgence de la situation et qu'on s'est dit aussi
Alors peut-être de manière inconsciente, mais on s'est dit aussi que si on ne se posait pas la question à ce moment-là, alors qu'on était encore à peu près en état d'y réfléchir, si le pire devait survenir, on ne serait plus en état de se poser cette question. Et la question, elle a été tranchée, comme ça, en 2 minutes, en attendant qu'Alice remonte du bloc. Comment s'est déroulée la suite des événements et ce don d'organes qui a suivi? Alors, par la suite, donc, il y a eu un temps d'attente. Donc, Alice a survécu quelques jours à cet accident. Elle est restée évidemment dans un coma très profond. Au bout de plusieurs jours, on nous a annoncé que le coma était irréversible. Et c'est dans la discussion avec le responsable, le médecin réanimateur, le chef de service de réanimation de Necker, c'est lui qui nous a annoncé que Alice ne se réveillerait pas. Voilà, elle était dans un coma irréversible, dans un état végétatif, et donc tout de suite on lui a dit nous, alors évidemment on était étouffés de chagrin, hein, c'est évident que quand on vous annonce ça, voilà, vous faites d'un coup le deuil de votre enfant, vous savez que de toute façon c'est terminé, vous ne le reverrez pas vivant, vous n'entendrez plus le son de sa voix, et voilà, enfin vivant. Elle était vivante, mais je ne la reverrai pas en vie, joyeuse, pleine d'énergie, etc., comme je l'avais laissée le matin de son accident. Et c'est vrai que tout de suite, on lui a dit, nous, ce qu'on veut, c'est faire un don d'organes. Encore une fois, on s'est raccroché à cette béquille-là. On avait pris cette décision, donc on s'y accrochait, et lui nous a dit, oui, mais d'accord, mais pour le moment, il n'en est pas question, puisque pour le moment, elle n'est pas décédée. Pour procéder au don d'organes, il faut qu'il y ait mort encéphalique, et c'était pas le cas. Elle était juste végétative. Et il nous a dit, mais en tout cas, c'est bien que vous le disiez maintenant, parce que ça va nous permettre de pouvoir envisager la suite, si toutefois la mort encéphalique survient dans les heures ou dans les jours qui viennent. Le fait est que lorsque nous sommes arrivés le lendemain à l'hôpital, on s'est rendu compte qu'il se passait quand même beaucoup de choses, qu'il y avait quand même beaucoup d'agitation dans la chambre d'Alice. Et en fait, la coordination du don d'organes avait été prévenue très tôt le matin que les signes de mort encéphalique apparaissaient. Alors la mort encéphalique, c'est un processus assez étonnant puisque c'est la mort du cerveau et on l'appelle aussi la mort à cœur battant puisque comme le patient est réanimé, son cœur bat de fait. Il reçoit de l'oxygène, donc tous les organes sont vivants, le cœur bat. Mais le cerveau, lui, est mort, il n'y a plus d'activité électrique cérébrale, il n'y a plus d'oxygénation du cerveau, et donc le cerveau est mort, et le patient est déclaré décédé à ce moment-là. Mais la mort encéphalique, il faut plusieurs examens pour la prouver, des examens qui prennent une 12aine d'heures, puisqu'il faut plusieurs électroencéphalogrammes à plusieurs heures d'intervalle, interprétés par différents médecins, pour certifier, alors au-delà des signes cliniques que les médecins observent, mais pour certifier qu'effectivement le patient est bien décédé. Néanmoins, puisque nous avions, nous, évoqué notre souhait de procéder à un don d'organes, la coordination des dons d'organes de l'hôpital Necker a été prévenue, si bien que des examens ont pu être réalisés sur les organes d'Alice pour s'assurer que tous les organes fonctionnent, pouvoir faire aussi des examens biologiques, etc. Et puis tous ces éléments-là sont saisis dans une base de données qui permettent de mettre en relation les organes du donneur avec les potentiels receveurs qui attendent des organes, et donc les organes vont être proposés à des services hospitaliers dans lesquels des patients attendent un organe avec une correspondance maximum à la fois en termes de biologie et aussi de correspondance physiologique, parce qu'évidemment Alice était un petit gabarit, elle avait 16 ans, c'était une jeune fille assez menue, et que ses organes ne pourraient pas convenir un homme très grand, très fort, qui aurait besoin d'un gros cœur pour faire tourner sa machine. Et donc tous ces éléments-là sont saisis dans cette base de données qui s'appelle la base de données Cristal, dans lequel le donneur et le receveur sont identifiés par un numéro, jamais par leur identité pour préserver leur anonymat. Et donc on nous a expliqué à ce moment-là, donc ce matin-là, que donc voilà, les signes de mort encéphalique étaient survenus, qu'on allait mettre une 12aine d'heures à délivrer le certificat de décès, que le prélèvement n'aurait lieu qu'à l'issue de ce processus, c'est-à-dire qu'une fois que le certificat de décès est transmis et signé par le médecin, mais que entre-temps, donc différents examens allaient être faits sur les organes d'Alice pour proposer ces organes aux receveurs qui les attendent, et puis que nous allions être également reçus par la coordination des dons d'organes, ce qui a été le cas en fin de journée, en fait, ce jour-là. On a été reçus par l'infirmier coordinateur de l'hôpital Necker, qui a répondu à toutes nos questions, y compris les plus farfelues. Alors, il y a des familles qui veulent rien savoir, d'autres qui veulent tout savoir.
savoir. Nous, dans notre cas, en fait, mon mari voulait tout savoir, moi beaucoup moins, mais bon, voilà, en tout cas, ils ont été très à l'écoute, ont répondu à l'ensemble de nos questions sur les organes que l'on peut donner, que l'on peut prélever, la manière dont ça se passe, sur la chaîne logistique qui se met en place, comment on fait voyager un cœur qui peut survivre pendant 5 heures dans une glacière, sur la manière d'aborder la question aussi avec les enfants, avec les 2 grands frères et la petite sœur d'Alice. Voilà, ils ont répondu à toutes nos questions et puis nous ont assuré évidemment que Alice allait être accompagnée tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on allait signer notre accord de prélèvement, un infirmier coordinateur allait rester au chevet d'Alice jusqu'à ce qu'on nous restitue son corps à l'issue du prélèvement. Le prélèvement des dons d'organes, donc Alice est déclarée décédée dans la nuit du mercredi au jeudi. Le prélèvement a eu lieu le jeudi après-midi. C'est une intervention très très longue. On n'a pas voulu savoir, on n'a émis aucune restriction, c'est-à-dire que la famille peut donner des restrictions, peut dire je donne tout sauf le cœur justement, ou sauf les rétines. Alors il faut savoir qu'Alice était mineure et que dans le cas des mineurs on ne prélève pas les tissus, les rétines étant, la cornée étant un tissu. Donc pour nous la question de la cornée ne s'est pas posée, mais c'est une question qui peut se poser. Beaucoup de familles ne veulent pas donner les cornées de leurs défunts parce que c'est le miroir de l'âme, paraît-il. D'autres veulent pas donner le cœur, etc. Enfin voilà, chacun fait avec ce dont il est capable en fait, dans ce moment qui est quand même un moment assez terrible. Nous n'avons pas émis de restrictions, mais nous n'avons pas voulu savoir non plus tout de suite ce qui serait prélevé. Sur le coup, on voulait pas le savoir. L'intervention est longue parce que chaque équipe de transplantation vient elle-même prélever le greffon sur la personne défunte pour préparer son intervention à suivre. C'est-à-dire que chaque médecin, chaque chirurgien a sa technique chirurgicale et chacun sait comment il veut que le greffon soit prélevé pour pouvoir garantir les chances de succès de la transplantation qui va suivre dans les heures qui vont venir en fait. Ce qui implique une coordination colossale parce que pour le coup nous l'avons su après, mais 6 organes ont été prélevés sur Alice, donc 6 organes avaient trouvé un receveur, puisqu'on ne prélève pas ce qui n'a pas trouvé receveur, et donc ça veut dire que 6 équipes chirurgicales ont dû faire le voyage et se déplacer à Paris pour venir dans un ballet très très huilé, une chorégraphie très bien orchestrée, venir chacune à leur tour prélever l'organe avec lequel elles repartent. Et donc l'intervention a duré un peu plus de 6 heures et vers 22 heures, l'hôpital nous a appelés, enfin l'infirmier coordinateur qui a donc assisté à tout le processus et qui est resté au chevet d'Alice nous a appelés pour nous dire que l'intervention était terminée, qu'Alice allait remonter du bloc opératoire et nous a donné rendez-vous à l'hôpital. Et nous avons retrouvé Alice dans le service dans lequel elle avait été accueillie au moment de son accident, donc en service de réanimation neurochirurgicale. Un an après ce don, vous décidez d'écrire un livre, Le don d'Alice. Quelles ont été vos motivations pour rédiger cet ouvrage ? Alors le livre est paru effectivement 1 an quasiment jour pour jour après le décès d'Alice. En réalité, j'ai commencé à l'écrire quelques semaines après le décès. Au départ, j'ignorais que ça serait un livre, j'avais juste besoin d'écrire l'histoire pour ne pas l'oublier. C'est-à-dire que chaque matin, en fait, je me levais avec l'impossibilité de démarrer ma journée tant que je n'avais pas refait tout le fil de l'histoire. Du matin où je dis au revoir à Alice et je lui souhaite une bonne journée, à la semaine suivante où finalement elle est décédée, on a donné ses organes. Il s'est passé une semaine en tout. Et ça devenait hyper contraignant, c'est-à-dire que il y avait des matins où j'étais un peu plus en forme que d'autres, ça me prenait un quart d'heure, et puis les matins où j'avais un peu plus de mal à l'allumage, ça me prenait 2h30, quoi. Et donc c'était compliqué. Et donc je me suis dit, puisque écrire est mon métier, je suis rédactrice dans ma vie, je me suis dit, je vais écrire comme ça. Une fois que ce sera écrit, ce sera posé, et puis j'aurai plus besoin de m'en souvenir chaque jour. Je saurai que je peux retrouver l'histoire. Puis au-delà de ça, après je me suis dit quand même, c'est bien pour les enfants, pour les 2 grands frères et la petite sœur d'Alice qui avait 10 ans au moment où Alice a eu son accident. Je me suis dit c'est quand même bien pour eux aussi peut-être de ne pas avoir à s'en souvenir de tout ça et de se dire il y a quelque chose, il y a un écrit quelque part qui peut nous permettre de retrouver l'histoire si un jour on en a besoin. Si on veut pas nous-mêmes la raconter à nos futurs proches, à nos conjoints, à nos enfants, plutôt que de la raconter nous-mêmes, en fait le livre existera. Et donc l'idée du livre a commencé à germer comme ça. Et puis évidemment pour Camille qui avait 10 ans, je me suis dit dans 10 ans de quoi se souviendra-t-elle elle ? Est-ce que sa mémoire lui fera pas défaut ? Est-ce que ma mémoire à moi dans 10 ans me fera pas défaut aussi ?
parce que voilà, je vieillis comme chacun, et puis d'autres histoires et d'autres souvenirs s'empilent, et puis finalement, est-ce qu'on n'a pas envie à un moment donné de se souvenir que du meilleur, même si je sais que cette histoire est inoubliable et que j'ai pas du tout envie de l'oublier, pour le coup, mais en tout cas, voilà, le fait d'écrire m'a permis de me rassurer quant au fait que du coup, ma mémoire à ce moment-là était intacte, et que les faits allaient être racontés de manière linéaire, intacte et chronologique, et que je pourrais les retrouver. Et puis j'en ai parlé à un ami, Frédéric Veil, qui est journaliste, qui avait déjà écrit des tas de bouquins, et puis lui m'a dit, mais il faut absolument publier cette histoire, parce que tu n'as pas conscience du fait que ce que tu as vécu, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extra, entre guillemets, ordinaire, et que ça peut servir à des tas d'autres personnes qui ont très très peur du don d'organes, et puisque toi tu as franchi le cap, eh bien partage ton expérience avec ceux qui n'oseraient pas le franchir. Et le don d'Alice est né comme ça. Et effectivement, je suis ravie que l'histoire ait été publiée, parce que au fil des témoignages, au fil des rencontres que je peux avoir avec soit des donneurs, soit des receveurs, soit des familles qui s'interrogent, qui se disent moi j'aurais jamais pu, il en est juste pas question, le don d'organes jamais, j'en ai trop peur, etc. Et ça a permis en effet d'ouvrir une porte et de dédramatiser en fait, et puis de resituer, de remettre le don d'organes au bon niveau. C'est-à-dire que ce livre me permet de dire très clairement ce qui se passe quand on donne les organes d'un proche, de dédramatiser, de dire que ce qui est grave dans tout ça, c'est pas de donner les organes, c'est de perdre un proche en fait, et qu'il faut faire la part des choses même si le chagrin est épouvantable. Moi je peux dire aujourd'hui très humblement que le don d'organes ne m'a rien enlevé de plus que ce que la vie s'est bien chargée de me prendre à ce moment-là, en fait. Et que non, le don d'organes n'a pas alourdi mon chagrin. Ça l'a pas nécessairement apaisé non plus. Ça a donné un sens. Le don des organes d'Alice a permis de donner un sens à ce décès, en fait, que je trouve particulièrement injuste, parce que quand même, mourir aussi bêtement d'un accident à 16 ans, c'est quand même très injuste, surtout pour elle d'ailleurs. Mais voilà, ça donne un sens, et surtout, effectivement, ça n'a pas été difficile de dire oui au don d'organes. Au contraire, c'est peut-être même ce qui nous a raccrochés à la vie. C'est-à-dire qu'en disant oui au don d'organes, on est resté bien ancré dans la vie et dans le monde des vivants. Et ça, c'était essentiel, parce que Alice a 2 grands frères et une petite sœur, et que tout n'est pas mort avec elle en fait. Sa vie à elle s'est arrêtée, mais la nôtre, elle continue. Et pour qu'elle continue, il fallait qu'on reste ancré dans la vie. Et vraiment, pour moi, le message le plus important, c'est de dire que, évidemment, donner les organes signifie qu'on est dans un moment tragique de deuil, et probablement de deuil violent, parce que toutes les morts ne donnent pas lieu au don d'organes. Il faut que ce soit une mort encéphalique, donc un traumatisme crânien violent, un AVC irréversible. Maintenant, il y a quand même des cas de don d'organes sur des personnes qui ont été victimes d'un arrêt cardiaque majeur, durant lequel le cerveau n'a pas été oxygéné pendant plusieurs minutes, si bien que même lorsqu'on parvient à faire repartir le cœur, en fait, le cerveau, lui, ne repart pas. Les dommages sont trop importants. Alors évidemment, on est confronté à ça dans un moment où on s'y attend pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps, alors pour autant qu'on puisse se préparer à la mort d'un proche, encore une fois, tout est relatif, mais on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui a été malade pendant de très très longues années, et qu'on a vu s'éteindre d'un petit feu, et je ne sais même pas si on peut se préparer au moment du décès de ces personnes-là, j'ai pas été confrontée à ça, donc je peux pas en parler, mais en tout cas là, on est dans le cas de je dis au revoir à ma fille le matin, je lui souhaite une bonne journée, et puis le soir, on m'annonce que en fait, c'est probablement terminé. Enfin, on me le dit pas comme ça, mais on nous dit quand même plusieurs fois, le pronostic vital est très très engagé, et on le comprend. Et même moi, lorsque je vois Alice ce soir-là, quelques heures après l'accident, j'ai pleinement conscience à ce moment-là, et je le dis plusieurs fois, je n'entendrai plus le son de sa voix, je le sais. Il y a des choses qu'on ressent qui ne s'expliquent pas, et je le sais. Donc évidemment, on fait face à un traumatisme très violent, y compris pour la famille, donc on peut ne pas être en mesure de prendre cette décision. Et donc c'est vrai que ce que j'invite aussi à faire avec ce livre, c'est à se poser la question tant qu'il n'en est pas question, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de discuter du don d'organes avec ses proches, et puis de leur dire moi c'est oui ou moi c'est non, finalement peu importe. Moi ce que j'ai beaucoup dit à mes proches dans ce temps-là, c'était moi votre réponse en fait elle m'importe peu. Je suis personne pour en juger, et j'ai pas du tout envie de juger cette réponse-là. Mais posez-vous la question et dites à vos proches ce que vous souhaitez, pour ne pas et à porter la responsabilité d'un choix qui ne serait pas le leur en fait, et qui pourrait être très très lourd à porter, parce qu'on ne sait pas comment les proches vont réagir à l'annonce du décès, et c'est important de les déculpabiliser en fait. Alors après, c'est vrai qu'on me dit toujours oui mais aujourd'hui on est tous donneurs par défaut. Alors
effectivement, la loi fait de nous aujourd'hui des donneurs. On est tous donneurs, on est tous aussi receveurs potentiels. Néanmoins, si vous n'êtes pas inscrit sur le registre des refus, puisqu'il y a un registre aujourd'hui qui peut permettre de s'inscrire pour dire qu'on ne veut pas donner ses organes, ce registre est consulté systématiquement lorsque les causes du décès peuvent donner lieu au don d'organes. Si vous n'êtes pas inscrit dessus, les médecins vont se retourner vers les proches en demandant s'il y avait des directives anticipées rédigées ou si le proche a fait part à un moment donné d'un souhait, d'un choix, est-ce qu'il a dit qu'il était pour ou contre le don d'organes, etc. Donc au final, c'est quand même les proches qui vont devoir dire « Ah bah oui, je sais, il m'avait dit oui ou il m'avait dit non ». Voilà, moi je me dis, le dire permet en tout cas de faire de vos proches le relais de votre décision et non d'en faire les décideurs eux-mêmes. C'est quand même beaucoup plus sympa et c'est quand même beaucoup plus simple. Alors même si cette question pour les mineurs ne se pose pas, puisque pour les mineurs, on demande l'avis des 2 parents et il faut que les 2 parents soient d'accord et signent l'acte de prélèvement, voilà, l'accord de prélèvement. Donc voilà, ce livre, pour moi, permet d'ouvrir la discussion. En tout cas, c'est un peu comme ça que au-delà du fait qu'aujourd'hui, chez moi, il est posé sur l'étagère et m'a permis de ne plus avoir à ressasser l'histoire tous les matins, j'ai à cœur qu'il puisse ouvrir la discussion chez les autres, et puis rassurer sur le fait que non, on profane pas le corps, non, on prélève pas ce qui n'est pas donné, ce qui n'est pas transplanté, n'est pas prélevé, et que quand j'ai récupéré mon enfant, elle était intacte, voilà. Rien ne se voyait, elle n'avait pas changé, elle était aussi belle que lorsque je l'avais laissée le matin, on ne l'a pas abîmée. Voilà. Cette intervention est réalisée dans les règles de l'art par des chirurgiens professionnels, dont c'est le métier, qui opèrent aussi des vivants d'ailleurs, puisqu'ils vont transplanter ensuite quelqu'un qui va reprendre vie. Donc voilà, si ça permet de rassurer, tant mieux. Voilà. L'idée étant de faire un petit peu bouger les choses pour que le nombre de donneurs augmente. Oui, vous parliez du déroulement du don justement pour peut-être combattre certaines idées reçues. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues auxquelles vous avez dû faire face ou répondre ? Alors oui, il y a encore quand même, j'observe, et en tout cas je l'entends encore beaucoup, on me pose souvent la question, mais vous n'avez pas eu peur de la marchandisation des organes de votre fille ? Alors non, à aucun moment je n'en ai eu peur, d'abord parce que la première chose que l'on nous dit dans cette réunion avec la coordination des dons d'organes, on nous rappelle les principes fondateurs du don d'organes, que sont la gratuité, l'anonymat et le consentement présumé. Je crois qu'il y a encore un amalgame malheureusement entre don d'organes et don du corps à la science, qui sont 2 démarches radicalement différentes et qui n'ont rien à voir. L'une a pour, la première, en tout cas le don d'organes, a pour but de sauver la vie de personnes malades qui n'ont sûrement pas eu une vie aussi facile que celle d'Alice au cours de ces années, puisque elle allait très bien, elle était en pleine forme, et c'est d'ailleurs une des raisons qui ont permis le don d'organes. La seconde, le don du corps à la science, est à des fins scientifiques, et donc n'a rien à voir. Voilà, il faut se dire que lorsqu'on dit oui au don d'organes, on dit oui à une chaîne de vie, on dit oui à une chaîne d'espoir. Moi, c'est vrai que peu de temps après le décès d'Alice et le prélèvement de ses organes, dans la semaine qui a suivi, au moment où on allait donc enterrer Alice, l'infirmier coordinateur des dons d'organes est venu m'annoncer que les 6 personnes qui avaient reçu les organes d'Alice étaient sorties de réanimation. Ce qui signifiait qu'en fait, elles allaient bien. Alors évidemment, elles allaient mettre du temps à récupérer. Évidemment, leur vie ne va quand même pas être si facile que ça. Il faut pouvoir vivre avec l'organe d'un autre. Ça suppose une hygiène de vie, ça suppose de prendre des traitements qui sont très très lourds pendant toute leur vie, etc. Néanmoins, c'est aussi 6 mamans qui ont vu le spectre de la mort s'éloigner de leur propre enfant, quel que soit l'âge de cet enfant. On est tous l'enfant de quelqu'un, on a tous une maman quelque part qui tient à notre vie plus qu'à la sienne. Et ça n'a pas de prix. En fait. Donc oui, cette idée reçue, évidemment, je la combats. Enfin voilà, encore une fois, dire oui au don d'organes, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est la mort du proche. Mais la mort du proche, de toute façon, elle est survenue. Elle est inéluctable. Que l'on donne ou non les organes ne fera pas revenir la personne qui est décédée. Voilà, c'est très clair. Enfin, alors on me dit, oh là là, mais c'est trash quand tu le dis comme ça. Bah ouais, mais c'est trash, mais à un moment donné, je pense qu'il faut dire les choses et appeler un chat un chat. Voilà, la mort, elle est survenue. Le proche ne reviendra pas. Moi, j'aurais été finalement, et avec mon mari, on se l'est dit à ce moment-là, ça aurait été très pénible pour nous d'enterrer Alice avec ses organes en sachant que demain, l'un de nous peut avoir besoin d'un organe. On s'est dit, il vaut mieux dire oui au don d'organes et qu'au final, on nous dise, finalement, c'est pas possible parce qu'à l'aune des examens qu'on réalise, on se rend compte qu'il y a une pathologie ou une incompatibilité ou un truc qui fait que non, plutôt que dire non et ne jamais savoir que d'autres
auraient pu mieux vivre, voire survivre. Parce que finalement, au bout du compte, ces personnes qui attendent un organe, ce qui les attend, c'est quand même la mort. Voilà. Quand on en est au point d'attendre un organe, c'est qu'on est en danger de mort imminente, quoi. Faut pas se mentir, faut en avoir conscience. Donc cette idée-là, ouais, bien sûr, je la combats. Beaucoup aussi me disent, oui, mais bon, il y a des religions qui sont contre le don d'organes. Non. Aucune religion n'est contre le don d'organes. En tout cas, pas les religions majeures. Le christianisme, l'islam, le judaïsme ne sont pas contre le don d'organes. Elles sont pour dès lors que le don d'organes est gratuit, anonyme et repose sur le consentement présumé, qui est bien le cas. C'est figé par la loi. Donc voilà. Et puis après, il y a effectivement certains préceptes culturels contre lesquels, là, je peux pas lutter. Alors j'y vais avec mes petits arguments, plein de bonne foi et de maman, en disant non mais attendez quand même, c'est la vie qui gagne, vous voyez pas, Alice, c'est un décès, mais derrière il y a 6 vies qui vont bien, 6 vies qui vont mieux, 6 vies qui reprennent, 6 personnes qui refont des projets, 6 mamans qui pleureront pas leur enfant, en tout cas pas à ce moment-là. Ça n'a pas de prix, ça, quand même. Et j'espère qu'avec tout ça, j'arrive à convaincre. Mais c'est vrai que, voilà, quand on me dit oui, mais chez moi, dans ma culture, dans mon village, chez moi, ça ne se fait pas. On ne dérange pas les morts dans leur sommeil, etc. Voilà, je m'en remets à la force de vie, en fait. Je crois beaucoup à cette force de vie. Avec le recul que vous avez maintenant, comment est-ce que vous définiriez le don d'organes ? Pour moi, le don d'organes est une chaîne de vie, une chaîne d'espoir. Et c'est une chaîne indispensable. Je me dis qu'à tout moment, n'importe qui d'entre nous peut avoir besoin d'un organe. On ne sait pas de quoi demain est fait. On peut tomber subitement malade. Le don d'organes sauve des vies, avant tout. Alors évidemment, pour les donneurs, c'est compliqué, parce qu'ils savent que... Pour les receveurs, pardon, c'est compliqué, puisqu'ils savent que leur survie est forcément liée au décès de quelqu'un. Et en même temps, moi, ce que je leur dis, parce que j'en rencontre beaucoup, je leur dis, mais vous n'avez pas demandé à ce que ces personnes meurent, en fait. Vous n'êtes pas responsable de la mort de ces personnes-là, mais c'est parce qu'elles sont décédées que vous pouvez revivre. Voilà, il faut... À mon avis, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors après, c'est vu de ma fenêtre et j'ai pas la vérité absolue, hein. Voilà, faut rester humble et modeste, donc c'est très philosophique tout ça. Néanmoins, moi je me dis, oui, c'est un cadeau sans retour. Le merci, il est universel, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on offre un cadeau à quelqu'un, on n'attend rien, et en même temps, quand on nous dit merci, on est très heureux. Moi, j'attends pas de merci. Le plus beau merci que je peux recevoir, c'est de rencontrer des receveurs qui ont fait des marathons, ou qui tout simplement reprennent leur vie là où ils l'avaient posée au moment où la maladie les en a empêchés. J'ai rencontré des receveurs qui ne se projetaient même pas dans le désir d'un mariage ou d'un enfant ou d'une vie avec quelqu'un, et puis d'un seul coup l'organe qui arrive rend ça possible. Des receveurs qui étaient pas sportifs qui le deviennent, voilà, c'est ça le plus beau merci, c'est de se dire que la vie, non seulement elle a repris pour eux, mais elle a repris au centuple. Ils ont une force, une envie de manger cette vie, de la vivre pleinement, qui me fait un bien fou. Parce que de toute façon, pour la vie d'Alice, tout a été fait. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être fait pour lui sauver la vie l'a été. Les dommages étaient trop importants. Sa vie à elle s'est arrêtée. C'est merveilleux que la vie d'autres, de 6 autres, puisse continuer. Il est probable que sans le décès d'Alice, des fois je me dis, sans le décès d'Alice, ces 6 autres seraient peut-être morts aussi. Donc le don d'organes, pour moi, reste la plus belle chaîne de vie et la plus belle chaîne d'espoir. C'est de se dire que même quand on tombe malade, il y a un truc qui est encore possible, quoi. Quand même une petite lumière qui brille quelque part et qui dit que tout n'est pas complètement terminé, et que peut-être que malheureusement, à la faveur du décès de quelqu'un, la vie va pouvoir continuer pour un autre. Ça n'a pas de prix. Sincèrement, ça n'a pas de prix pour moi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes encore hésitantes, si tant est qu'elles puissent encore l'être avec ce magnifique témoignage ? Leur dire simplement que, encore une fois, alors je vais me répéter, mais je pense que c'est important et que je le dirai jamais assez, le don d'organes ne m'a rien pris de plus. Et ce qui est difficile lorsque l'on est confronté à la question du don d'organes, et ça vraiment j'insiste, il faut vraiment faire la part des choses. C'est difficile, mais il faut l'avoir bien en tête. Alors je me dis que si je le dis très très fort, les gens vont l'avoir quelque part en tête et s'en souviendront. Ce qui est très difficile
lorsque la question du don d'organes se pose, c'est de faire face au décès du proche. C'est pas de donner les organes. Donner les organes, ça nécessite un oui et une signature sur un accord de prélèvement. Ça, c'est pas compliqué. On sait tous le faire. Et que vous disiez oui ou non, malheureusement, la question du décès du proche, elle sera là. Et le deuil sera là. Et la perte du proche et le chagrin lié à la perte du proche seront là. Dire oui au don d'organes n'empêchera pas ça. Et dire non non plus. Donc, de deux choses l'une, moi je me dis, il vaut mieux dire oui et ouvrir une petite porte vers la mort, en tout cas le don d'organes a donné un sens à la mort de mon proche, plutôt que dire non et rester avec ces questions. Merci beaucoup Florence pour ce témoignage et je vous invite à lire Le don d'Alice aux éditions City. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Hope, le podcast qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires.